le premier à parler sera François Lé, qui nous parlera de l'histoire de la théorie algébrique des nombres. Merci, merci beaucoup. Effectivement, de l'histoire de la théorie des nombres au XIXe siècle. Et bonne année qui commence au XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe en 1820? Il y a un événement très important pour l'histoire. Tout le siècle va s'écrire ensuite. C'est la publication d'un livre par un auteur qui est Aristotélé Claus, et ce livre, c'est Les Disquisitiones Arithmeticae, qui est écrit en latin par Recherche arithmétique. Alors, vous remarquez que Gauss, qui est né en 1777, encore tout jeune à ce moment-là, en fait, on sait même qu'il a écrit une bonne partie des Disquisitiones quand il avait autour de 20 ans, et après sa publication. En tout cas, c'est un ouvrage qui a vraiment eu une célébrité très rapide au cours du XIXe siècle et qui s'est conservé en fait pendant vraiment des décennies. Un premier exemple de cela, c'est un extrait d'une lettre que Legendre lui a écrite en 1804. Au Disquisitiones, vous en dites tout de suite au rang des premiers géomètres, et je regarde la dernière section comme pour la plus belle découverte analytique qui a été faite depuis longtemps. Alors, je dirais ce que c'est cette découverte analytique. Et vous voyez que tout de suite, en fait, ça propulse Gauss en fait, au rang vraiment des premiers mathématiciens européens. Ça lui légitime une place scientifique. Un autre signe de célébrité de l'ouvrage, en tout cas, c'est qu'il a été traduit très rapidement, pas en français, dès 1807. En fait, tout au long du XIXe siècle, on va avoir plein d'autres traductions. Et en fait, même au cours du XXIe siècle, je crois qu'on a une dernière traduction en italien qui est parue en 2023 ou 2024. Alors, donc on a des témoignages dès le début du XIXe, et en fait, tout au long du siècle, on en a d'autres. Par exemple, Édouard Lucas écrit à un moment ce livre, monument impérissable, dévoile l'immense étendue, l'étonnante profondeur de la pensée humaine. Et Carl Stone, qui est un scientifique allemand, a écrit c'est un ouvrage qui est en mathématiques à peu près la même position que la critique de la nature de Kant en philosophie. C'est un petit peu le contexte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage? Alors, on pourrait évidemment en parler pendant des heures. Là, je vais essayer d'en parler pendant un quart d'heure. Donc, je vais résumer. Donc, Gauss, déjà, définit l'objet du livre, qui est la science des nombres entiers, qui est l'arithmétique. C'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Et donc, c'est un ouvrage qui est assez étendu. Vous voyez qu'il fait plus de 660 pages. Et il est divisé en 7 sections, dont les titres sont les suivants. Donc, des nombres congrus en général, des congruences du premier degré, des résidus de puissance, des congruences du second degré, des formes des équations du second degré, application des recherches précédentes, et la fameuse section 7 finale, des équations qui déterminent la division du cercle. Alors vous voyez déjà, vous pouvez deviner qu'il y a en fait deux types d'objets qui vont structurer en grande partie l'ouvrage. D'une part, c'est les congruences, et d'autre part, c'est les formes qui apparaissent dans le titre de la section. Alors effectivement, tout au début du livre, Gauss va commencer par définir et proposer la célèbre la notation qui est encore utilisée aujourd'hui de congruence avec les 3 barres, qu'il utilise d'ailleurs à cause de la grande analogie qui existe entre l'égalité et la congruence. Je donne tout de suite des exemples. Et nous désignerons dorénavant la congruence de deux nombres par ce signe, donc les 3 barres, en y joignant, lorsqu'il sera nécessaire, le module renfermé entre parenthèses. Ainsi, moins 16 est congru à 9 modulo 5, moins 7 est congru à 15 modulo 11. Je rappelle très rapidement, je pense que tout le monde est au point là-dessus, on dit que deux nombres sont congrus ici modulo 5 si leur différence est un multiple de 5. Moins 16, moins 9, c'est moins 25. Alors, Gauss va redémontrer en fait un certain nombre de propriétés qui étaient bien connues sur les divisibilités et qui sont exprimées ici en termes de congruence. Et il va aussi consacrer par exemple plusieurs sections, plusieurs sous-sections aux progressions arithmétiques. De la forme 1, A carré, A cube, etc. On va avec un entier toujours. Type modulo P. Par exemple, il démontre un théorème qu'on apprend aujourd'hui qui est par exemple que si vous avez deux entiers qui sont premiers entre eux, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. C'est le fameux petit théorème de Fermat, que Gauss appelle d'ailleurs le théorème de Fermat. Donc il fait plusieurs choses comme ça. Et un des théorèmes aussi que je voulais vous montrer, dans
jamais sur 1 avant d'avoir une exposant P-1, qui est assurée par le théorème qui est. Donc, autrement dit, comme il y a modulo P, il y a exactement P reste, ça se dit que ce nombre A, toutes ces puissances successives permettent de retrouver tous les restes possibles de 0 à P-1. Notre langage à nous, actuellement, ça signifie que le groupe Z sur PZ étoile, donc les inversés de Z sur PZ. Insister là-dessus. Là où je vais insister quand même, c'est qu'il faut souligner que chez Gauss, il n'y a pas d'objet qui s'appelle Z sur LZ. Il n'y a pas de structure algébrique, il n'y a pas de groupe. Donc, tout ce que je vais énoncer de ce type-là, c'est vraiment des relectures anachroniques, pour un peu expliquer ce point de vue. Alors, il y a toute une partie aussi qui est dévolue à ce que Gauss appelle les résidus quadratiques modulo P, qui est grosso modo la recherche des racines carrées modulo P, et donc des racines carrées entières. Donc, on dit que A est un résidu quadratique modulo P s'il existe un entier X tel que A est compris à X carré modulo P. Bon. 2 par exemple, si je regarde modulo 7, 2 est compris à 9 modulo 7. C'est ça. Et 9, c'est bien 3 au carré modulo 7. 2 est un carré modulo 7. Et vous pouvez tester que 3 n'est pas un carré. Pas résidu quadratique. Donc il y a vraiment cette question qui est importante pour Gauss, pour diverses raisons, mais en particulier pour résoudre les équations du second degré à coefficient entier et dans les entiers et modulo. Et donc c'est important de regarder ces choses. Et il y a le fameux théorème, un des théorèmes les plus célèbres du XIXe siècle, en tout cas pour la technique, c'est la fameuse loi de réciprocité quadratique. C'est un théorème qui prend comme données deux nombres premiers impairs, P et Q, et en fait qui va permettre d'exprimer, de comparer le fait que P est un résidu, est un carré modulo Q, avec le fait que Q est un carré modulo P. Et vous voyez, c'est l'énoncé est là. Si P ou Q sont compris à 1 modulo 4, alors, vous voyez, la valeur de vérité des deux énoncés que j'ai dit avant est la même. C'est-à-dire P est résidu modulo Q si Q est résidu modulo P. Et la valeur de vérité est inversée si P et Q sont compris à 3. C'est quelque chose de très important, Gauss s'appelle le théorème fondamental, parce que ça permet de résoudre tous les problèmes qui ont trait au complément du second degré d'après. Alors, ça c'était juste quelques exemples pour donner une idée de ce qu'on utilise. Il y a la fameuse section 7 aussi, dont je vous ai parlé. Alors, donc la section 7 étudie l'équation cyclotomique, qui est l'équation qu'on obtient en simplifiant x puissance p moins 1 par x moins 1, parce qu'on peut toujours le faire, où p est un exposant premier impair pour Gauss ici. Donc ça, en fait, on peut simplifier ça du coup en x puissance p moins 1 plus etc. plus x plus 1. Et les racines, on le sait, sont les racines pm de l'unité, ici primitives, parce que j'ai simplifié par 1. Et quel est le rapport avec le cercle? Eh bien, vous savez que du coup, les racines pm de l'unité, on peut les écrire comme ça, d'accord, en nombre complexe. Elles divisent, ou en tout cas, elles permettent de repérer sur le cercle unité un polygone régulier à p côtés. Et donc, en fait, savoir résoudre, si on veut, l'équation cyclotomique, c'est grosso modo savoir déterminer le alpha, donc les racines de l'unité, et donc c'est savoir diviser le cercle en p parties égales. C'est l'étymologie de la cyclotomie, d'accord? On divise le cercle. Alors, et donc une question que Gauss se pose, c'est est-ce qu'elle est résoluble? Comment est-elle résoluble? Est-ce qu'elle est, par exemple, résoluble par radicaux? Okay. Et là aussi, on pourrait passer un exposé entier à expliquer ce que Gauss fait. Je vais juste vous signaler que ce qui fait marcher ici tout le théorème, toutes les démonstrations de Gauss, qui est a priori quand même un théorème qui se rapporte à l'algèbre, vous voyez, c'est des équations algébriques, on se pose des questions de résolubilité, et en fait, il établit des parallèles avec la théorie des nombres, notamment grâce au signe de congruence, qui permet les analogies aussi, et utilise en fait la cyclicité justement du groupe Z sur PZ étoile.
Et la clé, c'est vraiment en fait de réindexer les racines de l'unité que spontanément on écrit, on liste sous la forme alpha, alpha carré, alpha p-1. Mais cette fois, on va les réindexer en utilisant un générateur G de Z sur P, Z étoile, de la manière que j'ai écrite ici. Okay. Et un des résultats les plus spectaculaires que Gauss va obtenir, c'est que le polygone à 17 côtés réguliers est constructible à la règle et au compas. Okay, ce qui est quelque chose donc, qui découle des théorèmes généraux sur les équations cyclotomiques et qui est aussi qui se reflète, si vous voulez, dans cette formule-là. Donc ici, grand P, c'est 2pi. Et le fait que 2pi sur 17, cosinus de 2pi sur 17, vous voyez, en fait, s'exprime uniquement à l'aide de radicaux emboîtés les uns dans les autres, radicaux carrés, reflète le fait que le polygone à 17 côtés est constructible à la règle et au compas. Et Gauss va aussi montrer que le polygone à 19 côtés, par exemple, n'est pas constructible à la règle et au compas. Bon, il donne toute une famille en fait, d'exposants P pour lesquels la construction marche ou pas. Okay. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment cette section 7, c'est ça le résultat qui fait vraiment connaître Gauss et les disquisitionnes dans toute l'Europe dans les premières décennies du 19e siècle. C'est ça, c'est le travail sur l'équation cyclotomique. Alors, mais il n'y a pas que ça dans les disquisitionnes. La section 5, donc je reviens un petit peu en arrière dans le livre, en fait est énorme, elle occupe à elle toute seule plus de la moitié du livre. Et elle est dévolue aux formes quadratiques. Alors, c'est des choses aussi qu'on apprend en deuxième année, je pense à l'université, peut-être première année, suivant là où on est. Et donc, Gauss se fixe pour objectif d'étudier les expressions du type ax carré plus 2bxy plus cy2, où les coefficients ABC sont des entiers. Okay. Donc ça, c'est un problème qui ne vient pas de nulle part. Ses prédécesseurs, Lagrange, Legendre, etc., avaient déjà étudié de telles expressions parce qu'elles sont liées naturellement en fait, à une question de la théorie des nombres qui est un entier donné peut-il se représenter sous une forme donnée? Et d'ailleurs, le mot forme probablement vient de là. Typiquement, 29, on dit qu'il est de la forme x2 plus y2 parce que je peux trouver deux entiers x et y tel que 29 égale 2 au carré plus 5 au carré. Okay, donc il est de la forme donnée. Bon. Et donc, un problème qui est fixé par Gauss, c'est déterminer les entiers qui sont représentables par une forme donnée. Donc c'est l'image, si vous voulez, de la forme, par les entiers. Alors, il y a autre chose qui va arriver un petit peu en lien avec ça. Donc ça, Gauss ne fait pas cet exemple, c'est moi qui l'ai fabriqué pour expliquer. J'affirme que 29 est aussi de la forme 5x2 plus 26xy plus 34y2, pardon. Alors, pourquoi cela? Eh bien, vous pouvez remarquer que la nouvelle forme que je viens de donner, 5x2 plus 26xy plus 34y2, eh bien, c'est rien d'autre que 2x plus 5y le tout au carré, plus x plus 3y le tout au carré. Donc, vérifiez si vous êtes sûr que je ne vous ai pas arnaqué, mais en principe, c'est bon. Ah, du coup, vous voyez le lien avec la première forme, qui était la somme de deux carrés. Là, j'ai fait apparaître deux carrés, mais plus compliqués. Et donc, si j'affirme que 29 est de cette forme-là, est-ce que je peux trouver, du coup, alors, des x et y tels que ce qui est en vert ici soit égal à 2, et des x et y tels que ce qui est en rose ici soit égal à 5. Si oui, c'est gagné, j'aurai une nouvelle manière de représenter 29. Et la réponse est oui. Il s'agit en fait simplement de résoudre un système de deux équations à deux inconnus, linéaires, à coefficient entier. Il faut quand même faire attention qu'on puisse obtenir des solutions entières. Et ça, c'est assuré par le fait que la matrice sous-jacente au système, ici, est inversible dans les matrices à coefficient entier. Ça, c'est lié, vous savez, au fait que son déterminant est égal à plus ou moins 1. Ici, c'est plus 1. D'accord ? Voilà, alors du coup, je n'ai pas fini le système, et vous voyez que ça veut dire que vous pouvez trouver x, y qui vérifie ça, et donc ça va vous donner ici de nouvelles manières de représenter. Qu'est-ce que j'ai fait en fait entre les deux formes qui sont proposées? En fait, on a opéré une transformation linéaire des variables. Et ça va être lié au deuxième problème de Gauss, qui est la classification des formes quadratiques à changement de variable près, inversible à coefficient entier. Plus précisément, si je prends deux formes quadratiques, comme j'ai écrit sur la diapositive f et f', on va dire qu'elles sont équivalentes s'il existe des entiers alpha, bêta, gamma, delta, tels que f de alpha x plus bêta y, gamma x plus delta y, d'accord, je fais une substitution de x et y, et bien quand je fais ça, je tombe sur l'autre forme. Okay, donc je fais la transformation comme avant j'ai fait dans mon exemple. Et j'impose que le déterminant alpha delta moins bêta gamma soit plus ou moins 1
pour assurer qu'on a une transformation inversible en travaillant dans les entiers, si vous voulez. Et donc ça, en fait, ça va permettre à Gauss de regrouper, par exemple, les formes quadratiques en classes. C'est-à-dire qu'il regroupe dans un même paquet, un même ensemble, une même classe, toutes les formes qui peuvent être transformées comme ça l'une dans l'autre. Et il va travailler beaucoup, en fait, avec ces classes. Pour lui, c'est vraiment comme des classes d'équivalence. Alors, chez Gauss, c'est pas conceptualisé vraiment tout à fait comme ça, mais bon. Et par exemple, Gauss va chercher des représentants privilégiés dans chacune des classes pour les décrire. Il va chercher le nombre de classes qui vérifient des conditions données. Il va aussi définir une loi de composition entre les classes. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi pour l'époque. C'est-à-dire que Gauss définit une opération entre des ensembles et plus entre des nombres a priori. Donc ça, c'est un saut en fait, conceptuel assez grand. Il va aussi étendre en fait, tous ces résultats aux formes ternaires, c'est-à-dire où on ne prend pas deux inconnus, donc pour les formes binaires, mais trois inconnus, x, y, z. Et évidemment, il y a plein d'applications à la théorie des nombres qui suivent. Une nouvelle démonstration de la loi de réciprocité quadratique, et aussi, par exemple, le fait que tout nombre de la forme 8n plus 3 ait une somme de 3 carrés, de la forme x2 plus y2 plus z2. D'accord ? Donc, on est toujours dans cette idée de savoir représenter les nombres sous une forme donnée. Okay. Alors, je vais m'arrêter là pour la description très succincte des disques lysicionès. Et je vais juste vous donner très synthétiquement une idée de ce qui se passe au cours du 19e siècle. Alors, là aussi, hein, vous imaginez qu'on pourrait dire plein de choses. Alors, le développement de la théorie des nombres au 19e est lié de très près, en tout cas dans les premières décennies, au disquisitionès, justement. En fait, dans les premières décennies, depuis le début 1800, 1801, etc., jusque vers 1825 environ, c'est surtout la dernière section sur la cyclotomie qui est reçue par le monde académique européen. Okay. Et donc, en fait, ça lance plutôt des nouvelles recherches en algèbre. Dans les années 1830 jusqu'à 1860 environ, en revanche, se met en place une sorte de champ de recherche qui implique beaucoup de mathématiciens comme Jacobi, Dirichlet, Kummer, Eisenstein, Hermite, Kronecker, etc. Et c'est un champ de recherche qui mêle des questions de nature arithmétique, où les objets qui sont soumis à la recherche sont des objets comme les congruences, ou des théorèmes comme les lois de réciprocité, des objets comme les formes, comme on l'a vu, etc. Mais où sont aussi intégrées des techniques qui viennent de l'algèbre, avec par exemple la théorie des équations, mais aussi l'utilisation des nombres complexes pour faire de l'arithmétique, et également des techniques qui viennent de l'analyse, parce que parallèlement, s'est développée la théorie des séries numériques, des séries de Fourier, mais aussi des fonctions elliptiques. Donc je n'en dirai pas plus sur cet aspect, et on verra, et Harald l'a rappelé, que la théorie des nombres, encore actuellement, est nourrie aussi des techniques qui viennent d'autres disciplines, comme l'analyse. Et à partir des années 1870, en fait, il va y avoir une sorte de dissociation de ce champ de recherche en plusieurs lignes assez distinctes, dont les principales sont les suivantes. Il y a toute une gamme de travaux qui s'intéressent à des questions simplement sur les congruences, sur les nombres premiers aussi, avec des choses hautement non triviales, hein, ou aussi avec, par exemple, tout ce qui relève des tests de primalité, des recherches sur la loi de réciprocité quadratique, etc. On a une autre ligne de recherche qui se caractérise en fait par l'utilisation d'analyses complexes, donc on fait de l'analyse mais avec des nombres complexes, pour réussir à trouver des théorèmes de théorie des nombres. Et on a une troisième branche qui, celle-là, est focalisée sur la théorie des formes, au sens que, dans la tradition de Gauss que je viens d'expliquer. Donc la suite des formes quadratiques de Gauss. Bon, on a aussi les liens avec ce qu'on appelle les équations modulaires, j'en dirai rien. Et là, c'est plutôt dans la lignée de travaux de Hermite et de Kronecker. Et à côté de ces trois grandes lignes de recherche de la fin du 19e, il y en a une autre qui commence un tout petit peu avant et qui concerne en fait un beaucoup plus petit nombre de publications, de recherches sur ce qui a été appelé les idéaux, les nombres idéaux aussi, et les corps de nombres en particulier. Et j'insiste là-dessus parce que en fait, cette branche en fait, du développement de la théorie des nombres au 19e est numériquement très marginale, mais en fait, jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, dans l'histoire écrite de la théorie des nombres, le 19e siècle était essentiellement réduit à cette partie-là des recherches. D'accord ? Or, et ça c'est vraiment des résultats
qui ont été montrées par les chercheurs et chercheuses en histoire des mathématiques récemment, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent et ils ont vraiment cherché à comprendre de manière plus systématique tout ce qui se faisait en théorie des nombres au 19e. Et en particulier, il n'y a pas que les idéaux. Alors, dans les minutes qui restent, je vais essayer de parler très brièvement de deux des aspects de ces développements. L'un, c'est continuer un petit peu sur la question des formes, et ensuite parler quand même un petit peu des idéaux, parce que c'est quand même des choses importantes. Alors, forme arithmétique. Qu'est-ce qui se passe après Gauss? Alors, Gauss, comme on l'a dit, il avait essentiellement traité les formes à deux variables et de degré 2. Donc, les généralisations naturelles qui peuvent se passer, c'est ou bien on monte en degré, ou bien on monte en nombre de variables. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, il y a plein de personnes qui s'occupent de ça. Alors, ce n'est pas forcément un nombre quelconque de variables de degré. Hein, ça peut être trois variables, degré 3, degré 4, etc. Et on peut se cantonner toujours à rester au cas des coefficients entiers. Mais on peut aussi bouger les coefficients dans lesquels on travaille. Et donc, utiliser par exemple des formes quadratiques à coefficients réels, à coefficients complexes, mais toujours en lien avec les questions arithmétiques. Et par exemple, il y a des nombres complexes particuliers qui sont ce qu'on appelle les entiers de Gauss. C'est les A plus IB avec A et B entiers. D'accord? Donc, on peut faire des formes quadratiques à coefficients entiers de Gauss et voir ce que ça donne en arithmétique. En tout cas, dans toutes ces recherches, il y a vraiment en fait le programme de Gauss qui reste appliqué, c'est-à-dire les questions de classification, de détermination de nombre de classes, de représentation de nombres sont vraiment encore ce qui structure les recherches en question. Alors, je voulais juste vous donner un petit exemple d'un théorème qui est très important pour son auteur et pour d'autres. Cet auteur, c'est Charles Hermite, qui est un des grands mathématiciens français du 19e, en particulier pour la théorie des nombres. Et il a un théorème favori, qui est le théorème des minima. Alors, de quoi s'agit-il? On prend une forme quadratique à coefficients réels, vous voyez, donc on a changé un peu le cadre des coefficients, et qui est définie, c'est-à-dire que le seul endroit où elle s'annule, c'est lorsque toutes les variables xi valent 0. Okay? Et le théorème, c'est le suivant. Si D est le déterminant de f, donc pour nous, ça serait le déterminant de la matrice qui est associée à f, hein, il existe des entiers non tous nuls, x1, xn, qui vérifient cette inégalité. Vous voyez, en valeur absolue, f prend la valeur plus petite, une valeur plus petite que, alors 4 tiers puissance n-1 sur 2, n c'est le nombre de variables, fois la racine n-ième du déterminant avec une valeur absolue. Bon. Alors, c'est très bien comme ça, mais en fait, Hermite nous explique pourquoi est-ce qu'il y a plein d'applications, et en voici un petit échantillon. Application à l'approximation simultanée de réels par des rationnels, à des questions d'analyse, mais en lien avec la théorie des nombres, en fait, qui est par exemple une fonction holomorphe sur le plan tout entier complexe de n variables ne peut pas avoir plus de 2n périodes, décomposition d'un nombre premier comme produit d'entiers cyclotoniques, et aussi un théorème qui était bien connu déjà à l'époque, c'est le théorème des 4 carrés. Alors, je vais essayer juste de montrer en 30 secondes, mais j'ai pris un peu de retard, à quoi ça ressemble. Donc, le théorème des 4 carrés, c'est juste dire que tout entier positif est somme de 4 carrés. Voilà. Vous voyez, d'une certaine manière, on est toujours dans cette tradition aussi de se poser la question, comment se représentent, de quelle forme sont les nombres. Et voici la preuve d'Hermite. Alors d'abord, il prend un entier A, alors pas divisible par 4, parce que s'il l'était, en fait, on déduirait, en fait, enfin, on peut toujours supposer que ce n'est pas divisible par 4, quitte à tout diviser par 2 ou tout multiplier par 2. Bon. Et il y a un petit lemme qui est qu'il existe deux entiers alpha-bêta, tels que alpha 2 plus bêta 2 est conclu à moins 1 modulo A. Bon, ça, c'est le petit lemme, j'en parle pas plus. Et ensuite, typique Hermite, il va définir en fait une forme quadratique adéquate. Alors, bon, il faut un peu deviner, hein, mais c'est celle-là, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les coefficients? Il y a le grand A duquel on part, et les alpha-bêta du lemme. Et vous voyez que c'est une somme de 4 carrés, celle-là. Mais ce n'est pas juste les variables au carré. Alors, petit exercice chez vous. Vous pouvez vérifier que f prend des valeurs entières et multiples de a sur tous les entiers. Prenez la congruence modulo a et vérifiez que ça fait 0. Deuxième petit exercice, vérifiez que f est de déterminant a puissance 4. Donc, écrivez la matrice de a et calculez le déterminant. C'est un bon exercice. Et ensuite, on est prêt à appliquer le théorème de minima d'Hermite. Que dit le théorème? Eh bien, qu'il existe des entiers non tous nuls x, y, z, u, tels que, en valeur absolue, f de x, y, z, u est plus petit que l'expression du théorème, qui, en valeur approchée, fait 1,54a.
Du coup, vous avez un entier, d'accord? Ici, f de x, y, z, u en valeur absolue, c'est un entier donc, qui est plus grand que 0, mais plus petit aussi que 1,5a. Et je sais aussi que c'est un multiple de a. Et bien forcément, en fait, la seule solution, c'est a. Et donc, j'ai écrit a comme une somme de 4 carrés. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, Herbit est très content d'avoir montré l'efficacité de son théorème sur un nouvel exemple qui est celui-là. Alors, je ne vais pas en parler, je voulais juste signaler que c'est aussi dans ce type de recherche qu'arrivent par exemple les fameuses formes hermitiennes, d'accord? Elles arrivent aussi par ce biais-là. Alors, je passe au nombre algébrique, je pense que j'ai plus tellement de temps, on a commencé un peu en retard, mais pas tant que ça. Alors, je vais essayer d'être efficace du coup. Pour parler des nombres algébriques, il faut remonter un petit peu le temps et revenir à la fameuse, la célébrissime équation de Fermat. Donc, c'est l'équation x puissance n plus y puissance n égale zn qu'on cherche à résoudre en entier en s'interdisant les solutions triviales où une des inconnues vaut 0. Okay. Alors, le cas, donc, le but, c'est de montrer qu'il n'existe pas d'autres solutions que celles qui sont triviales. Bon, pour l'exposant n égale 2, les choses étaient connues. Donc là, il existe des solutions, une infinité, c'était très bien connu depuis très longtemps. Et pour n égale 3, au XVIIIe siècle, Euler va avoir l'idée suivante. Alors, en fait, il va montrer qu'on peut toujours se ramener au cas où x et y sont tous les deux impairs. Bon, ça, c'est juste une petite manipulation à faire. Du coup, bah, ça veut dire que x plus y et x moins y sont pairs. Donc, j'écris x plus y égale 2a et x moins y égale 2 fois b. Okay. Et en fait, quand vous remettez ça dans l'équation du départ, vous obtenez ça, 2a facteur de a2 plus 3b2 égale z3. Bon. Et Euler, en fait, là, a une super idée. Il dit, bon, ben, en fait, je continue à factoriser, mais pour factoriser, il faut aller dans les nombres complexes. Et effectivement, ça se factorise en 2a facteur de a plus i b racine 3 fois a moins i b racine 3, où i, c'est le i carré égale 1. Okay. Et là, Euler va dire, ah, mais en plus, mes trois facteurs du membre de gauche sont 2 premiers entre eux. Et comme leur produit était un cube, ça veut dire que chacun d'eux est un cube. Ça, c'est vrai quand vous travaillez avec les entiers. Une bonne preuve, c'est de le voir, par exemple, avec l'unicité de la décomposition en facteurs premiers de nombres. Okay. Sauf que là, eh ben, en fait, catastrophe, ça ne marche plus. De notre point de vue, z crochet racine de i racine de 3, dans lequel on travaille, n'a plus les bonnes propriétés arithmétiques comme z en avait, à savoir ici d'être factoriel. Et donc d'assurer justement le fait que chacun des facteurs, même s'ils sont 2 premières entre eux et égaux à un cube, ne sont pas forcément chacun un cube. Okay. Et ça, c'était vraiment justement le point central, si vous voulez, de l'affaire. Alors, Euler, en fait, va réussir à réparer en fait sa démonstration. Bon, donc pour n égale 3, c'est fait. Et en fait, dans la première moitié du 19e siècle, on a d'autres preuves correctes du théorème pour des exposants particuliers, par Sophie Germain, par Legendre et Dirichlet, par Gabriel Lamé aussi, par exemple. Et ce même Gabriel Lamé, en 1847, va penser réussir le cas général, alors pour les exposants premiers P, en factorisant, de nouveau, vous voyez, x puissance P plus y puissance P, à l'aide des nombres des racines de l'unité. Vous voyez, ça se factorise sous cette forme-là. Et sauf qu'encore une fois, on est parti d'entiers, mais on a factorisé en introduisant des complexes. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire de l'arithmétique dans ce cadre-là? Et vous voyez que, du coup, il y a ce qu'on appelle les entiers cyclotomiques, qui sont les combinaisons entières des puissances de racines de l'unité, qui apparaissent naturellement. Alors, Lamé se plante, donc pas de chance pour lui. Mais voilà, ça met un peu les gens sur cette piste-là. Et parallèlement, la même année, il y a un mathématicien allemand qui s'appelle Kummer, qui s'intéresse aussi à ces entiers, mais a priori pour un autre problème, parce qu'il cherche à généraliser la loi de réciprocité quadratique, alors à des choses bon, plus difficiles, on va dire. Et il va définir, par exemple, ce que c'est des entiers cyclotomiques premiers, pour faire l'analogie avec les nombres premiers. Mais par contre, il va dire, ah mais problème, je constate qu'un produit de nombres premiers peut être divisible par un autre nombre premier. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas quand on est avec les entiers. Et donc, pour ça, il va dire, mais il faut réussir d'une certaine manière à sauver l'arithmétique de l'ensemble dans lequel je suis en train de travailler, et il va introduire ce qu'il appelle des facteurs complexes idéaux. Donc, c'est des nouveaux facteurs, sauf que, en fait, chez Kummer, c'est très bizarre, c'est des choses qui n'ont pas qui ne sont pas écrits explicitement comme des objets à part entière. Ils sont définis de manière indirecte, comme à travers des congruences, etc.
Et Kummer, par exemple, aura une image, c'est de comparer ces nombres, ces facteurs premiers idéaux avec les radicaux de la chimie. En chimie, vous savez qu'il y a des radicaux qui n'existent pas en fait seuls dans la nature, ils ont besoin d'être combinés pour avoir une existence propre. Ben, c'est un peu l'idée qui est derrière, vous voyez. Et avec ça, il va réussir à sauver en fait les théorèmes principaux dont il a besoin pour faire de l'arithmétique avec les entiers cyclotomiques. Typiquement, le fait que un entier cyclotomique est divisible par un autre si et seulement si tous ces facteurs idéaux se retrouvent dans l'autre, etc. Donc, il va en déduire ces résultats sur les lois de réciprocité. Et en fait, ça c'est le petit bonus, il va trouver aussi une application à certains exposants de l'équation de Fermat. C'est ce qu'on appelle les exposants réguliers. Et ensuite, il y a d'autres gens qui vont en fait reprendre les travaux de Kummer en les retravaillant d'un certain point de vue. Et là, il y a un mathématicien allemand qui joue un rôle fondamental dans l'histoire, c'est Dedekind, Richard Dedekind. Alors, lui, il a la particularité de s'intéresser beaucoup en fait, et de définir les choses de manière ensembliste, avec des ensembles. Donc, typiquement, il va mettre déjà l'accent en définissant la notion de corps, ce qui est grosso modo la notion qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier de corps de nombres, qui sont les extensions finies de Q, de la forme là, Q de I, d'accord. Donc, c'est ça serait tous les nombres de la forme A plus IB avec A et B, cette fois dans Q. Pareil pour Q de alpha, où alpha est une racine de l'unité, Q de racine de 5, etc. Il va introduire ce qu'il appelle les ordres. Alors ça, c'est une terminologie qu'on a complètement oubliée dans ce cadre-là aussi, qui sont en fait les nombres qui jouent le même rôle que jouent les entiers Z par rapport au rationnel Q. Okay. Donc par exemple, à Q de I correspond Z crochet I, à Q d'alpha correspond Z crochet alpha, et il y a des pièges. À Q de crochet racine de 5 correspond non pas à Z racine de 5, mais Z de 1 plus racine de 5 sur 2. Bon, peu importe. Et il va définir, vous voyez, ce que c'est un idéal, qui est un système A d'éléments de E, donc un ensemble, tel que la somme et la différence de deux nombres de A et encore un nombre de A, et le produit d'un nombre dans A, et d'un nombre dans O, et d'un nombre dans A. Donc ça, c'est la définition d'un idéal, tel qu'on l'apprend encore aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore apprise, c'est bientôt, peut-être. Et qui est vraiment très important. Et là aussi, typique Dedekind, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer en fait à faire de l'arithmétique, non plus sur les nombres, mais sur les ensembles eux-mêmes. Par exemple, il va définir ce que c'est, ça signifie que deux idéaux, donc deux ensembles, sont divisibles l'un par l'autre. Qu'est-ce que c'est le PGCD ou le PPCM de deux idéaux? Qu'est-ce que c'est un idéal premier, ce qui va remplacer les nombres premiers, etc. etc. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour retravailler d'une certaine manière les facteurs idéaux de Kummer et qui va arriver comme ça. Ok. Et ce que je voulais encore juste dire, c'est qu'il va y avoir tout à la fin du siècle un ouvrage qui est très très important aussi. Donc on est en 1897 et c'est le célébrissime David Hilbert qui va publier en fait ce qu'on a appelé ou surnommé le Zahlbericht, donc le Bericht über die Theorie der algebraischen Zahlkörper, donc le rapport sur la théorie des corps des nombres, où en fait justement, il y a vraiment cette idée que l'arithmétique, on va l'étudier avec les corps des nombres, comme Dedekind l'avait défini. Alors, Kronecker est aussi dans l'affaire, mais je ne vais pas venir là-dessus. Et donc, c'est un ouvrage qui aura une très grande influence au XXe siècle, et surtout dans la constitution d'une partie spécifique de la théorie du nombre, qui est la théorie algébrique des nombres, okay, mais qui ne forme qu'un morceau en fait, de toute l'affaire. Et c'est vraiment, si vous voulez, pourquoi est-ce que ça a été beaucoup sélectionné comme un des morceaux les plus importants, c'est parce que c'est le morceau qui est le plus en rapport avec la théorie structurale algébrique, les théories de structure d'algèbre. Ok, et juste pour finir, vous avez vu que j'ai parlé donc de beaucoup de théories des nombres, un tout petit peu d'analyse, un tout petit peu d'algèbre, et je n'ai pas parlé du flux de géométrie. Et ça, il y a des collègues après moi qui vont en parler. Et je voulais juste signaler que, en fait, les liens entre géométrie et théorie des nombres au 19e sont assez rares. Il en existe, mais il n'y a rien de systématisé, si vous voulez. Et par exemple, c'est vraiment qu'à la fin du siècle que se met en place ce qu'on a appelé plus tard la géométrie diophantienne, qui est en fait l'interprétation géométrique, par exemple, de la recherche de solutions entières de certaines équations. Vous voyez, par exemple, la recherche des solutions entières de x carré plus y carré égale 1, eh bien, on va le remplacer par la recherche des points à coordonnées entières du cercle unité. On interprète l'équation comme l'équation du cercle, et au lieu de chercher les nombres, on dit je cherche les points à coordonnées entières là-dessus. Donc il y a plusieurs personnes qui vont travailler dessus. Je donne juste deux noms.
parce que bon, ils sont importants dans l'histoire. L'un, c'est Poincaré, et l'autre, c'est André Weil, dans sa thèse. Et vous voyez juste, avec le titre, qu'il y a les rapprochements disciplinaires nouveaux qui se mettent en place sur les propriétés arithmétiques des courbes algébriques. Donc, on a la géométrie, vraiment, des courbes algébriques qui arrivent en plein dedans. Pareil pour la thèse d'André Weil, l'arithmétique des courbes algébriques. Alors, je vous remercie là. Je vais m'arrêter et je voulais juste signaler qu'il y a une référence incontournable en recherche en théorie des nombres pour tout ce que je viens de raconter et qui raconte tout avec infiniment plus de détails, qui est ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à le regarder si vous êtes intéressé. Je vous remercie. Ah, pardon, est-ce qu'il y a des questions? Oui? Vous avez parlé de dans la section 7 du tunnel de Gauss, on s'intéresse à la règle au contrat. Il y a un polygone à 17 côtés et une autre. Ouais. Est-ce qu'il avait justement déjà trouvé le théorème de Gauss-25 ou est-ce qu'il l'a après? Alors, donc, en fait, il énonce, donc, comment dire, il annonce qu'un polynôme est construit la règle donc pas, c'est seulement si, donc c'est une puissance de 2 fois les nombres premiers Fermat, c'est ça que tu veux dire? Donc, il démontre en fait bien un sens et l'autre sens en fait n'est pas vraiment démontré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Pourquoi on utilise le terme de résidu quadratique? Bah, je pense que le résidu, c'est vraiment juste ce qui reste, quoi. C'est d'un côté d'une congruence, on met toujours les restes dans une division euclidienne. Donc, je pense que c'est vraiment juste ça vient de là. Je suis pas sûr d'avoir jamais croisé quelqu'un qui dit explicitement j'utilise le mot résidu parce que. En fait, c'est vraiment résidu quadratique pour dire justement que c'est les carrés. Mais tous les mathématiciens, en fait, pour abréger, disent résidu au 19e parce que résidu linéaire, ça serait pas très. Parfois, ils disent résidu cubique. Je crois que c'est les termes que j'utilise le Manel pour Oui, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. Ah, alors, par exemple, là, pour les entiers cyclotoniques, bah, donc grosso modo, il faut retraduire la même définition qu'on a. C'est-à-dire que si P divise un produit A fois B, alors il divise A ou il divise B. D'accord? La notion de divisibilité, c'est juste dire A divise B s'il existe un nouvel nombre, mais qui peut être complexe tel que A égale B fois C. Et du coup, on peut dire... dans les entiers de Gauss, pas dans les entiers. Comment? Oui, dans les entiers de Gauss. Hein. Oui, c'est vrai, comme je disais, pour les entiers cyclotoniques, par exemple. Mais pas dans les nombres complexes, pas dans C, parce qu'il n'y a pas trop de sens. C'est un corps, donc pas trop de... Oui. Un ordre, alors, c'est... Tac, tac, ça marche plus. Si. Alors, c'est ce que nous... c'est d'ailleurs ce que Hilbert appellera un anneau. Mais en fait, là, c'est un peu plus spécifique. C'est les anneaux des entiers, en fait, qui proviennent des corps de nombres. Donc, comme je disais, c'est un peu tout comme si on parle de Q, les rationnels, il y a l'anneau des entiers associés, c'est Z, c'est les entiers. Donc là, ils ont le même rôle par rapport ceux qui sont au-dessus. Donc en fait, c'est les éléments qui sont solutions d'une équation à coefficient entier et premier terme égal à 1. Donc on tombe sur cela. Et donc c'est pour ça qu'il y a des pièges en fait qui surviennent. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup.